Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode sur 5 consacré au complotisme. Dans cet épisode, Sandrine continue à nous présenter les éléments qui l'ont amenée à adhérer à des thèses complotistes et nous explique comment elle a commencé à s'en écarter. Merci et bonne écoute. Après, toute la phase que je décris dans laquelle je suis tombée petit à petit et je suis allée de plus en plus loin, c'est assez étendu, voilà, c'est sur plusieurs mois. Je pense qu'on m'aurait dit peut-être un an avant que je croirais à ça, j'aurais dit mais n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment ça se fait par palier en fait. On lit les livres et puis plus on lit les livres et plus ça nous paraît, on va dire crédible. Et surtout, c'est vraiment ces auteurs qui diffusent ces théories-là. Souvent, ils s'autoréférencent en fait entre eux. Donc ils ramènent à tel autre auteur, mais qui est dans la même logique finalement. Ou alors ils vont citer en fait des sources, on va dire plus scientifiques, mais ils vont prendre que ce qui les arrange, ils vont prendre qu'une partie. Donc ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit bah ouais, mais il y a pas mal de gens qui pensent la même chose, il y a un autre auteur, et du coup ils se citent mutuellement, et du coup on se dit bah tiens, bah peut-être que ouais, c'est peut-être un truc quand même à creuser, enfin voilà. Et c'est ça aussi qui crée cette espèce d'acceptation qui se fait petit à petit de choses complètement hallucinantes quoi, de prime abord. Hein. D'ailleurs, avant qu'on tombe là-dedans, on se dit mais comment c'est possible de croire à des choses pareilles? Quand on est dedans, bah en fait on finit par tomber dedans sans s'en rendre compte, c'est parce que c'est une acceptation et puis quand on en sort, on se dit mais c'est pas possible quoi. Je pense on rentre vraiment dans une sorte de réalité alternative. C'est vraiment comme ça que je le vois, une réalité alternative et dans laquelle on est prisonnier en fait. On n'arrive plus à raisonner en fait en dehors de ça. Je parle un peu de mode de pensée sectaire, dans le sens où on n'arrive plus à voir ce qui est en périphérie, quoi. On est tout le temps bloqué sur notre vision du monde. C'est-à-dire que moi, après tout ce qui se passait autour de moi, je l'interprétais toujours en fonction de les extraterrestres, le complot, tout tournait autour de ça, quoi. Voilà, donc du coup, j'en suis sortie, parce qu'au bout d'un moment, enfin, ça a pas été genre d'un coup, je me suis réveillée en me disant, mais c'est complètement débile, ma pauvre fille, mais n'importe quoi. La période durant laquelle j'y ai cru a duré à peu près 3 ans. Donc c'était, j'avais entre 13 et 16 ans. Donc on va dire, je pense que j'ai un peu grandi aussi entre-temps. Ça joue, parce que j'étais adolescente. Donc sachant pendant cette période-là, quand même, j'ai pas eu de problème de scolarisation, où j'aurais pu être en crise, non. C'était complètement invisible de l'extérieur. C'est ça qui est important de le dire. Et surtout, moi, je me suis monté le bourrichon toute seule, en fait. J'étais pas dans un mouvement, j'étais pas dans un groupe. C'était toute seule, je me suis montée moi-même ma propre secte, on va dire. Donc du coup, je continuais à aller à l'école, j'avais une vie normale en fait. Sauf que le soir, je recevais des messages télépathiques d'extraterrestres et j'écrivais mes lettres. Et j'étais dans cette configuration où je pensais qu'on avait été créé par des extraterrestres et et que tout ce qu'on nous enseignait était un mensonge. Mais quand même à l'école, je restais la petite élève. Je voulais pas faire de vagues en fait. Moi, j'ai toujours été une personne assez discrète, donc c'est je jouais le jeu, même si j'y croyais pas, je continuais à jouer le jeu, à faire ma bonne élève et puis voilà quoi. Mais j'étais rebelle à l'intérieur quoi. Je me confrontais pas directement à mes professeurs en cours. De toute façon, j'aurais été incapable, je prenais jamais la parole, je parlais pas, j'étais quasiment muette. Donc c'était invisible de l'extérieur. C'était une espèce de tempête, mais à l'intérieur en fait. C'était le chaos, mais c'était un chaos caché en fait, c'était un chaos invisible. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette espèce de chaos, mais de manière invisible. J'ai pas une personnalité j'aurais pas fait une vidéo YouTube à l'époque quoi. Il y a beaucoup de gens qui ont une personnalité plutôt discrète qui vont pas avoir forcément ce réflexe de prêcher la bonne parole. Je le faisais, mais j'envoyais des lettres, quoi. C'était discret. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens pour qui c'est quelque chose d'invisible, en fait. Finalement, le plus dangereux pour moi dans cette expérience, ça a été d'être confronté à des thèses révisionnistes finalement, quoi. Des thèses racistes, une réécriture de l'histoire finalement sous le prisme de les extraterrestres sont blancs. Donc ils ont créé l'humanité, que la race blanche entre guillemets est d'origine extraterrestre quoi. Et ça c'est des vieux trucs, ils viennent d'un courant de pensée qui est beaucoup plus général, qui est dangereux quoi. Donc c'est vraiment tout ce révisionnisme historique moi qui m'a vraiment détruite, on peut dire ça comme ça. Et cette idée en fait de mensonge intégral en fait, c'est-à-dire que toutes les bases sur lesquelles de références sur lesquelles j'étais, j'avais plus de références en fait. On était dans un mensonge permanent dans ma tête. Donc c'est ça qui est le plus
difficile après à se remettre de ça, c'est pas forcément évident. Mais donc voilà, on peut dire j'avais pas l'impression de faire partie d'une communauté, juste cette impression de faire partie des gens éveillés, voilà, hein, des gens éveillés, des gens qui connaissaient une vérité que les autres n'étaient pas prêts à accepter. Enfin voilà, ce côté un peu initié. C'était un peu le côté exaltant d'avoir l'impression d'avoir accès à une vérité cachée ou quelque chose d'un peu interdit. Enfin voilà, c'était un peu ça, j'étais un peu dans cette idée-là. Mais j'avais pas l'impression de faire partie d'une communauté dans le sens où j'étais toute seule en fait. C'est-à-dire que j'ai bien essayé de convaincre mes copines, mais ça n'a pas trop marché. Et je pense que ça aurait été maintenant, et je pense que c'est ça aussi qui fait que j'en suis sortie plus rapidement, parce que j'étais toute seule en fait. J'étais isolée. Ça aurait été maintenant, j'aurais certainement trouvé un groupe Facebook ou n'importe quelle une communauté en fait en ligne qui aurait adhéré à ces idées-là, et certainement que peut-être que j'y serais encore si ça avait été le cas, parce que ce qui fait aussi qu'on reste dans cette façon de penser, c'est qu'on n'est pas seul, c'est qu'il y a d'autres gens pour y adhérer, quoi. Moi, le fait que j'ai fini par y adhérer aussi, c'est quand j'ai vu qu'il y avait d'autres auteurs. Il y avait d'autres auteurs qui disaient la même chose, qui allaient... Je me suis dit, ah oui, quand même. Et quand on se dit qu'il y a d'autres personnes, on se dit, bah, ça nous conforte aussi. Donc voilà, donc j'ai été toute seule. Donc ce qui fait que j'ai fini par douter. J'ai fini par douter, et comme je disais, moi à la base j'ai une grande curiosité intellectuelle, alors qui fait qu'aussi je pense que je suis tombée dans ces travers-là, parce qu'à un moment donné en fait je me suis mal informée en m'intéressant à ces sujets-là. Je suis tombée dans pas mal de pièges. Bah, disons que j'ai décidé d'aller vers les lectures qui allaient dans le sens qui m'arrangeait, je pense aussi. Parce que la littérature sur les ovnis, il y en a d'autres qui développent des thèses un peu plus rationnelles, enfin. Mais moi, j'ai décidé d'aller plutôt vers là-dedans parce que ça m'arrangeait. J'avais pas envie qu'on me dise quelque chose de rationnel. J'avais envie qu'on me dise, oui, Sandrine, tu as vu un vaisseau extraterrestre? Oui, enfin, voilà. J'avais pas envie qu'on me dise, bah non, là, en fait, c'était juste un avion qui passait à ce moment-là. Ah non, c'était un peu triste quand même. J'avais pas envie d'entendre ça. Donc, je pense que de toute façon, j'avais besoin de me sentir spéciale. J'avais besoin d'une échappatoire, je pense. Donc, ce qui fait que je me suis mal informée. J'ai décidé d'aller vers ce qui m'arrangeait. Et, au bout d'un moment, j'ai fini par douter. C'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. C'est que petit à petit, j'ai commencé à me dire que quand même, c'était un peu gros ce qu'il disait, Charroux. Il y a quand même plus de preuves, en fait, solides que les Égyptiens ont fait les pyramides, que les preuves que ce soit des extraterrestres. Voilà. Parce ce qui m'a alerté, c'était le manque de preuves au bout d'un moment. Qu'il y avait quand même, je me suis dit, bah quand même, il y a quand même des archéologues qui passent leur vie à étudier avec des méthodes quand même très rigoureuses. Enfin, c'est une méthode scientifique qu'ils appliquent les archéologues aussi pour je me dis quand même, il y a quand même un consensus là-dessus, il y a quand même ils peuvent pas tous mentir. Enfin, au bout d'un moment, c'est assez comment c'est possible de cacher un truc aussi énorme? Comment c'est possible? Enfin, c'est juste pas possible de monter un mensonge d'une telle ampleur, quoi. Enfin, il y a ça aussi. Si on l'avait su depuis le début, pourquoi le cacher, quoi? Ça aurait pu être le cas, et puis dans ce cas-là, on serait dans une réalité dans laquelle ce serait ça, puis voilà, quoi. Pourquoi on le cacherait? Voilà, donc les méthodes scientifiques, c'est pas ça qu'ils ont révélé, quoi. Point barre. Donc c'est plutôt ça, au bout d'un moment, qui m'a alerté. Genre, voilà, c'était l'absence de preuves solides et l'impossibilité de monter un truc aussi énorme, quoi. Un mensonge aussi énorme, enfin. Voilà, c'est ça en fait, surtout. Et ce qui m'a aussi alerté, c'est la personnalité des personnes qui véhiculaient ces théories. Voilà, c'est qu'au bout d'un moment, quand même, paraissait quand même pas très digne de confiance, pas très intègre. Enfin voilà, c'est un peu tout ça qui m'a alerté, mais petit à petit. Et je pense que quand même, comme j'étais quand même assez bonne élève et que je m'intéressais quand même, j'aimais bien apprendre, j'aimais bien. Au bout d'un moment, voilà, j'ai continué mes lectures, quand j'ai commencé à lire des livres, on va dire avec des bases plus scientifiques. Et je me suis dit, bah oui, quand même, les bases, elles me paraissent quand même plus solides, quoi. Parce que, enfin, Charroux, c'est pas mal de spéculation, des images sorties de leur contexte, des trucs, voilà. Puis souvent, c'est des types qui ont qu'une formation scientifique à la base et qui se prétendent archéologues, historiens, ils sont tout, en fait. Le mec, il a tout fait. Il a même été scénariste de BD. Il faut se méfier des scénaristes de BD. Enfin voilà, souvent c'est des gens qui ont un peu tout essayé, et puis après voilà, France s'intéresse à plein de sujets. Il y a aussi, je sais plus comment ça s'appelle, c'est des gens qui ont pas de compétences particulières dans un domaine, mais qui vont toujours penser qu'ils ont plus de compétences que des gens qui en ont en fait. C'est pas le syndrome de l'imposteur, c'est l'inverse, et je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin voilà, c'est un peu l'inverse. C'est souvent des gens qui sont un peu dans cette configuration là en fait, c'est-à-dire que tant que c'est pas un savoir que eux-mêmes n'ont pas acquis, si ça vient de quelqu'un d'autre, ils vont pas lui faire confiance. Il faut qu'ils expérimentent par eux-mêmes, qu'ils voient par eux-mêmes, mais comme ils ont pas forcément
forcément la formation derrière, et ben c'est pareil, ils tombent dans des pièges qui font que ils s'y prennent pas correctement, quoi. Il y a ceux qui à la base déjà ont une idée en tête et qui essayent de vendre leur idée, et de toute façon ils trouveront toutes les preuves qu'il faut pour la ramener à cette vision du monde. Donc c'est tout ça qui a fini par me faire douter au bout d'un moment. Et puis il y a eu une émission de télévision dont je parle aussi, qui s'appelle Arrêt sur image, donc émission des années 90, parce qu'à l'époque il y avait pas d'éducation aux médias comme il y a maintenant dans les écoles, etc. Mais il y avait cette émission-là qui faisait un peu office d'éducation aux médias à l'époque. Et c'est une émission qui existe toujours sur Internet, mais à l'époque, elle passait sur France 5. Et ils analysaient un petit peu justement les émissions, les talk-shows de l'époque. Ils essayaient d'analyser un peu comment tous ces débats-là, toutes ces émissions-là étaient construites, le discours médiatique aussi, comment fonctionnaient les médias, comment tout ça se construisait. Et ça m'a amené à faire preuve d'esprit critique, justement, vis-à-vis de ce que je pouvais entendre dans les médias, de la façon dont l'information était faite, la façon dont on invitait certaines personnes pour parler de certains sujets. Ça m'a amené en tout cas, moi, à faire preuve d'esprit critique et à prendre du recul sur les informations que je recevais, sur les images que je voyais. Ça m'a aidé, en fait, j'ai appliqué cette méthode-là, en fait, aux livres que je lisais, aux théories auxquelles j'avais adhéré. Et donc ça m'a aidé, en fait, à réussir à orienter mon esprit critique on va dire, vis-à-vis des croyances dans lesquelles j'étais tombée. Mais d'une manière générale aussi, ça m'a appris surtout à cerner les discours de manipulation. Voilà, on va dire d'une manière générale, on va dire. À quel moment, il faut se méfier, quels sont les signaux d'alerte qui font qu'il faut se méfier d'un discours en particulier. À quel moment, ces personnes, elles essayent de manipuler. Donc ça m'a amené juste à essayer de prendre du recul sur ce que je recevais, à essayer de recouper les informations au maximum, de faire attention quand quelque chose allait trop dans mon sens, d'essayer de me dire est-ce que c'est vraiment fiable, c'est pas parce que juste la personne a dit ce que j'ai envie d'entendre que c'est forcément vrai. J'ai mis en place comme ça des espèces de garde-fous que j'ai toujours maintenant. Donc c'est comme ça, petit à petit, en fait, j'en suis sortie, puis du coup, aussi petit à petit, toutes mes lettres en écriture automatique aussi se sont arrêtées. À peu près au moment, où j'ai commencé moi-même à douter un peu de tout le reste, en fait. Ça va dire l'édifice, un peu, s'est écroulé petit à petit, en fait, c'est comme une espèce de vieille bâtisse, quoi, et puis, qui s'écroule petit à petit, c'est un peu ça. Mais voilà, ça s'est pas fait du tout du jour au lendemain. Toute la partie révisionniste historique, c'est que moi je me suis toujours beaucoup intéressée à l'histoire d'une manière générale. Donc petit à petit, c'est juste que j'ai commencé à lire des livres, plus dire ce qui se basait sur une démarche scientifique et pas sur des spéculations, on va dire. Du coup, c'est quelque chose sur lequel je suis toujours très sensible maintenant. Quand je vois des gens qui essaient de réécrire l'histoire à des fins idéologiques, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus grave, en fait, finalement. Je me suis rendu compte que, ça se basait sur aucune preuve scientifique, c'est tout, en fait. C'est juste ça, au bout d'un moment, qu'il y a un consensus scientifique, et puis voilà, c'est pas pour rien, quoi, je veux dire. C'est ça, quoi, je me rappelle, j'ai passé, moi, des heures à la bibliothèque de la ville où j'habitais, justement, à réapprendre, en fait, finalement, à me plonger dans des encyclopédies, des livres sur l'histoire, sur l'archéologie, et puis de me rendre compte, que toute cette bibliothèque immense rempli de livres. Ça fait pas le poids face à quelques auteurs révisionnistes, complotistes. Je me dis, il y a tellement de siècles, de décennies, d'années de recherche derrière tout ça, pour mener à ce consensus scientifique. C'est ça, au bout d'un moment, qui fait aussi que j'ai fini par me détourner de ces fausses visions de l'histoire, finalement. Puis surtout, le côté, ce côté raciste, et surtout chez Charroux, qui transpirait à chaque ligne. C'est pareil, moi, tout ça aussi, je l'ai remis en question aussi petit à petit, quoi. Le contexte autour de moi a changé aussi. Mais avec mes parents, on a déménagé. J'ai changé d'école. Donc, j'étais plus harcelée à l'école. Et je pense qu'il y a eu le fait aussi que j'ai gagné en maturité, parce que j'étais adolescente, donc j'ai grandi. Commencé à fréquenter des gens qui venaient d'autres cultures, et tout ça, je me suis ouverte aussi au monde, à d'autres cultures, à d'autres façons de penser, après c'est une maturation qui se fait sur le plan intellectuel, sur le plan humain. Moi j'ai commencé à m'intéresser à d'autres cultures, à d'autres religions, ce qui fait que tout ça pesait, tout ce que disait Charroux, ça pesait rien par rapport à ce que moi j'expérimentais avec ce que j'apprenais par ailleurs, quoi.
tout ce que je vivais, ça rentrait complètement en contradiction avec ce qu'il disait. Voilà quoi. Après, moi, je suis une personne assez humaniste. Moi, à la base, j'ai pas mal d'empathie, donc voilà, je m'intéresse aux autres, etc. C'était donc je pense que c'est tout ça qui fait qu'au bout d'un moment, voilà, je suis sortie de ça, mais parce que j'avais cette ouverture d'esprit aussi pour le faire, quoi. Et voilà, j'étais pas du tout dans la même configuration. Donc il y a un tas de choses qui ont changé, qui font aussi que j'avais sans doute moins besoin d'échappatoire aussi. En tout cas, pour la partie, toute cette partie écriture automatique un peu mystique, celle-là, finalement, elle s'est éteinte rapidement. Elle a eu moins de conséquences, on va dire, que tout le reste. Que toute cette partie de révisionnisme historique dans laquelle je suis tombée finalement, elle a eu beaucoup plus de conséquences sur le long terme. Et moi, c'est surtout ça avant tout, moi, que j'ai voulu dénoncer en fait. C'est la façon finalement dont certains ont utilisé ce sujet-là, comme d'autres sujets, finalement pour vendre des idées racistes, révisionnistes, etc. quoi. Et j'ai essayé de comprendre déjà comment c'est possible de partir des ovnis, on se m'intéresse aux ovnis d'une manière très innocente. Je fais une observation et puis comment c'est possible à un moment d'en arriver à du révisionnisme historique en partant des ovnis quoi. Donc, voilà, donc c'est ça que j'ai essayé de comprendre et j'ai essayé de comprendre aussi comment on pouvait partir vraiment dans une réalité totalement parallèle. Comment on en sort, c'est compliqué de l'expliquer finalement. Même moi, quand j'ai essayé de l'écrire pour essayer de le comprendre, je me suis dit, mais ouais, quel moment en fait? Parce que ça s'est fait vraiment tellement petit à petit, quasiment, à un moment donné, un jour, j'y pensais plus en fait. C'est sorti un peu de ma vie, quoi, mais c'est fait un peu comme quand on est amoureux, on pense tout le temps à la personne, et puis petit à petit, ça s'éteint, et puis voilà, quoi, on passe à autre chose. Voilà, c'est un peu ça qui s'est passé finalement. C'était très passionnel, et puis d'un coup, ça s'éteint petit à petit, et puis voilà, je suis passée à autre chose un petit peu. Enfin, c'est ce que je croyais. Merci de votre attention et n'hésitez pas à écouter l'épisode suivant. Ce podcast est réalisé par l'UNADFI, l'Union nationale des associations de défense des familles et de l'individu victime de sectes. Retrouvez toutes nos informations et nos contacts sur www.unadfi.org.